Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de recevoir deux personnes qui me sont chères, ils ne le savent pas, mais je le dis quand même dans ma cinéphilie. Voilà, c'est dit, on n'en parlera plus, mais en tout cas, je suis très content de discuter avec José Moore et NT Bean. Bonjour à vous, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Bonjour, oui, bien. Bon, alors je vais quand même vous présenter parce qu'il y en a certains qui ont l'outrecuidance de ne pas vous connaître. Donc, NT Bean, vous êtes surtout critique de cinéma chez Positive, vous êtes réalisateur de documentaires, et aussi vous avez écrit des ouvrages, je pense notamment, je cite de mémoire, Le Beach, Sauter aussi avec Dominique Rabourdin. Et vous avez été, ça c'est très important parce que c'est un lien direct avec notre thématique d'aujourd'hui, vous avez été commissaire pour l'exposition, si je me souviens bien, comédie musicale La joie de vivre du cinéma pour la Philharmonie de Paris. Et c'est un lien très fort avec la thématique, on va en parler. José Moore, vous êtes prof en études cinématographiques, vous avez écrit pas mal d'ouvrages, et dont le dernier qui date de 2020 et qui s'appelle Histoire vagabonde du cinéma, avec Vincent Amiel, et qui a été édité, je crois, chez Vendémiaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et que je vous recommande de lire, pas à vous, José Moore, mais bien sûr à ceux qui nous écoutent, parce que c'est vraiment un livre assez intéressant qui traite de l'histoire du cinéma à travers certains films et pas forcément de manière hagiographique comme on a l'habitude parfois de voir. En tout cas, c'était voilà, je voulais le dire. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du musical hollywoodien, pas comédie musicale, le musical hollywoodien, histoire, esthétique, création, je le montre. C'est édité aux Impressions Nouvelles. Je salue les Impressions Nouvelles, grâce à eux, en tout cas, l'émission a été conçue. Et c'est donc sous la direction de NT Bean et José Moore. Donc, vous pouvez trouver aussi, bien évidemment, il y a un petit lien dans le descriptif. Si vous voulez vous procurer ce livre, n'hésitez pas. La première question que j'aimerais vous poser est peut-être très basique. On a dû vous la poser des centaines de fois, et vous l'en parlez d'ailleurs dans le livre. C'est juste, moi, quand je lis le titre, musical hollywoodien, pourquoi musical hollywoodien et pourquoi pas comédie musicale, comme on a tendance peut-être, nous les néophytes, à dire trop souvent? Je vous laisse prendre la parole. Allez-y. Ça aurait pu s'appeler la comédie musicale classique hollywoodienne. Le musical est un mot qui maintenant est passé dans le langage français, mais la traduction en français, c'est comédie musicale. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de comédie musicale, on pense, surtout en France, peut-être davantage au théâtre. Il y a aussi le fait que quand les anglo-saxons disent musical comedy, c'est autre chose que le musical, c'est un sous-genre. Par exemple, je sais pas moi, West Side Story n'est pas un musical comedy. Mais en France, on dit que c'est une comédie musicale. Donc, on a préféré reprendre le mot d'origine anglo-saxonne qui est le musical. D'accord. Mais est-ce que la jeunesse de ce livre vient d'une espèce de conférence qui s'est étalée sur 3 jours? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus? Et puis surtout, est-ce que aujourd'hui, selon vous, le musical est enfin pris au sérieux? Mais c'est-à-dire que pas forcément chez les professionnels, mais aussi dans l'ensemble par rapport au public, par rapport à la critique. Est-ce que c'est extrêmement pris au sérieux aujourd'hui? Alors, le livre est issu de deux événements. Le premier événement, bien évidemment, c'est la très très belle exposition qu'a organisée NT Bean. Donc c'est ça qui a été le moteur, c'est cette très très belle exposition qui a déclenché le désir. Et donc à partir de cette exposition, nous avons organisé un colloque international, notamment à la Sorbonne, avec des grands spécialistes du musical hollywoodien. Et l'ouvrage est entre guillemets la retranscription de ce très très beau colloque que nous avons organisé. Mais au départ, vraiment le point de départ de ce livre, ce qui a été c'est l'exposition que Bean a organisée. Alors, pour ce qui est de la prise au sérieux de ce genre, ça reste un genre pour cinéphiles ou pour amateurs, et il y a toujours une sorte d'ostracisme pour prendre le genre au sérieux. Pas seulement en France, où la comédie musicale n'a jamais été un genre populaire, mais même aux États-Unis, où justement, c'est parce que c'est un genre populaire
que les études universitaires, les études savantes s'y sont intéressées, mais de manière assez marginale. J'étais étonné d'ailleurs de constater ça, puisqu'on a fait venir, d'ailleurs on les retrouve dans le livre, des chercheurs américains, mais qui disent que dans leur CV, pour obtenir des bourses ou pour obtenir des, je sais pas, des avancements, voilà, ils sont moins pris au sérieux que les chercheurs sur le western, sur la comédie ou sur le film noir. Donc voilà, il y a ce fait que le musical est considéré par beaucoup comme un genre qui, puisqu'il est léger, puisqu'il est divertissant, est considéré comme moins sérieux, moins digne d'être pris au sérieux par la recherche. Or, c'est contre ce préjugé qu'on a voulu voilà, organiser ce colloque et ce livre qui est issu du colloque, mais qui l'élargit aussi. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez eu, à part, par certaines personnes comme Rick Atman, qui est une, enfin, je veux dire, qui est une plume importante dans le questionnement de ce genre cinématographique, mais est-ce que, parce que aussi vous dites que souvent ça n'est pas pris au sérieux, mais est-ce que paradoxalement vous avez eu des contributions assez rapidement sur cette thématique-là? Est-ce que les contributions, ça a été très facile de les obtenir, ces contributions? Je crois que c'est juste ça. Entre guillemets, c'est justement parce que ce genre n'a pas été assez pris au sérieux que les réactions au fait que nous organisions un colloque dans un cadre universitaire ont été plutôt positives. Les gens ont été heureux, entre guillemets, de participer, entre guillemets, à une reconnaissance de la comédie musicale, et notamment dans un cadre universitaire. Donc c'est vrai que les réponses ont été à la fois positives, enthousiastes, et je dirais que l'esprit dans lequel s'est déroulé le colloque et l'esprit dans lequel on a élaboré le livre était quand même un esprit très enthousiaste, en disant voilà, on est en train de participer, de contribuer à la reconnaissance, entre guillemets, de ce genre qu'est le musical hollywoodien. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le livre, c'est que évidemment ça vient d'un colloque qui était sérieux, approfondi sur le genre, avec plusieurs approches, mais on a tenu à ce que à la fois le colloque mais aussi le livre témoignent du plaisir qu'on a tous à voir ou à revoir des comédies musicales. Donc ce n'est pas un livre austère, c'est un livre très illustré, avec beaucoup de photos, des photos en noir et blanc qui accompagnent les textes, mais aussi des cahiers couleurs qui rendent compte d'un genre qui est spectaculaire, chatoyant, et qui s'adresse à nos sens et à nos émotions autant qu'à notre intelligence. Non, mais ça, c'est évident qu'il y a une iconographie qui est assez intéressante. Mais et c'est vrai que lorsque vous parlez de quelque chose de très coloré, qui travaille nos sens, c'est très paradoxal parce que vous me contredisez si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que le musical, la comédie musicale hollywoodienne, c'est quand même l'un des genres hollywoodiens où il y a eu le plus haut niveau de créativité quand même. Alors que c'est quand même, paradoxalement, il n'est pas pris au sérieux, mais j'ai l'impression que c'est quand même l'un des genres où les expérimentations visuelles, les expérimentations scénaristiques ont eu leur place, à Hollywood en tout cas. Il y a le réalisateur Damien Chazelle qui a eu le dernier triomphe populaire du musical avec la sortie de La La Land. Lui-même dit que quand il faisait des études de cinéma, il avait tendance à ne pas prendre le genre très au sérieux. Ensuite, lorsqu'il a découvert la cinéphilie française et à quel point les cinéastes français faisaient référence à ce genre, il y a réfléchi un peu plus et il s'est aperçu que c'était un genre paradoxal. C'est-à-dire que c'était un genre qui, d'une part, contenait des conventions dont on peut parfois rire, c'est-à-dire un personnage qui se met de but en blanc à chanter ou à danser, ça peut être une sorte d'entorse à la bienséance ou au réalisme. Mais justement, ce qu'il dit, c'est qu'il a découvert à ce moment-là que cette entorse au réalisme était aussi une libération de certaines contraintes, d'une sorte de carcan de vouloir absolument être, authentique, crédible dans un film, et que c'était une ouverture vers l'imaginaire et donc
vers, d'une certaine manière, l'expérimentation formelle, tout à fait exceptionnelle, mais en plus dans le cadre d'un genre très commercial. Puisqu'il ne faut pas oublier que, en tant qu'œuvre d'art totale, le musical fait appel à des talents très divers, très en amont de la production d'un film. Donc c'est un genre très cher, qui coûte, qui est très dispendieux. On lui a reproché d'ailleurs cette dépense, qui est une dépense à la fois financière et à la fois, je dirais, pulsionnelle, puisqu'elle se voit à l'écran, une dépense d'énergie. Eh bien, malgré cela, ou peut-être grâce à cela, c'est un genre qui, justement, nous fait dépasser un certain, disons, réalisme au premier degré qu'on pourrait attendre d'un film où on a besoin d'y croire pour être immergé dans un récit. Je pense que ce qui est fascinant dans la comédie musicale, c'est qu'elle porte, je dirais, à son extrême, à sa limite, l'esthétique du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'elle va au bout à la fois dans la capacité à fabriquer des films, tous ces talents qu'il faut réunir pour faire un film. Elle porte aussi à son extrême cette capacité du cinéma hollywoodien à faire rêver. Elle porte aussi à l'extrême ce que j'appellerais la virtuosité technique, l'art de l'enchaînement, l'art du raccord. Donc il y a dans la comédie musicale quelque chose qui est presque une sorte de symbole et de laboratoire de ce qu'est le cinéma, le cinéma hollywoodien. Et même d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue social, elle a mené, il y a des textes dans le livre qui le démontrent, elle a permis aussi, dans un genre qui semble très artificiel, de porter très loin, même ce qui serait un regard sur la société américaine, dans ce cadre qui est un cadre qui est organisé autour du plaisir du spectateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. C'est vraiment un condensé de ce qu'est le meilleur et de ce qu'est l'esthétique du cinéma hollywoodien. Il y a eu combien de périodes, selon vous, qu'on peut considérer comme un âge d'or? Parce que j'écoutais récemment Ntebin, un entretien que vous aviez donné chez France Culture il y a quelques années de cela, où vous disiez que paradoxalement, le premier déclin de la comédie musicale, c'était dans les années 20. Enfin, pardon, je dis des bêtises. Enfin, c'est début 30 et début des années 30. Et c'était très surprenant d'entendre ça. Et selon vous, quelles ont été les différentes, selon vous, c'est-à-dire Ntebin et José Moore, bien évidemment, les différentes âges d'or? Et parce que plus on avance dans l'histoire d'Hollywood, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas à vous que je vais le dire, mais c'est vraiment aussi à l'image de l'évolution de la société américaine, c'est que plus on avance dans Hollywood et dans ces registres-là, la comédie musicale, par exemple, qu'on a pensé Bob Fosse dans les années 70, c'est différent, c'est autre chose que ce qu'il chorégraphiait lui-même dans les années 50 et 60. Donc, il y a comme ça une histoire ça dit aussi quelque chose de la société américaine, finalement. Ça dit quelque chose de la société américaine et de la façon dont le cinéma s'empare dans sa forme, dans ses thématiques, de son époque, de la société américaine, justement. Alors, le cinéma musical hollywoodien, il est né d'abord d'une révolution technique. Hein, c'est à la fin des années 20, à partir de 1927, où le premier film parlant, le chanteur de jazz, c'est aussi l'acte de naissance du genre musical, puisque c'est un film qui est surtout beaucoup plus chantant d'ailleurs que parlant. Hein. Et à partir de là, c'est un nouveau genre, mais qui va avoir pour caractéristique de sans cesse renaître de ses cendres, parce qu'il est fait d'engouement et puis de désaffection, mais quasiment depuis les débuts de son existence. C'est-à-dire qu'au tout début du parlant, à la fin des années 20, il y a une avalanche de films qui singent ou qui reprennent le principe du spectacle dans le spectacle, qui sont très théâtraux, qui sont parfois des revues filmées, des musicals assez primitifs, mais qu'on met un peu, je dirais, qui déferlent comme ça. Et après l'attrait de la nouveauté passé, très vite le public se lasse parce que voilà, il y a des films qui sont par exemple une succession de sketchs comiques et musicaux,
sans aucun lien entre elles, qui sont photographiées de manière assez rudimentaire parce que la technique du cinéma en prise de son direct n'est pas encore très évoluée. Donc, en 1930, il y a déjà des publicités dans les journaux pour certains films où on dit rassurez-vous, ce film n'est pas un musical. Voilà. Et il va y avoir, suite à ça, l'apparition de nouvelles personnalités qui vont faire renaître le genre de ses cendres assez vite. Hein, il y a eu Ernst Lubitsch qui fait le pont entre le cinéma muet et le cinéma parlant, avec ses premières opérettes. Ensuite, il va y avoir l'apparition de deux talents majeurs qui viennent de Broadway, le chorégraphe et réalisateur Busby Berkeley, d'une part, et le transfuge aussi de la scène qui est Fred Astaire, qui vont amener, je dirais, une nouveauté dans la façon de filmer notamment le chant et la danse à l'écran, aussi parce que la technique a beaucoup évolué et désormais elle le permet. Et en même temps, il y a eu la crise économique. Le public américain a besoin d'un genre qui non seulement l'aide à échapper peut-être à la grisaille de son quotidien, mais qui aussi, je dirais, véhicule une sorte d'utopie de la société américaine en pleine crise, qui arrive, avec des personnages qui arrivent à surmonter leurs problèmes grâce à l'expression par le chant et la danse. Ça va être le premier âge d'or, je dirais, dans les années 30. Et puis, à partir des années 40 jusqu'à la fin de la grande période des studios, qui est le milieu des années 50, il y a une sorte de deuxième âge d'or qui est notamment dû à l'essor technologique, par exemple l'apparition de la couleur qui magnifie encore plus le spectacle. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, une société aussi en crise ou en remise en question, qui a besoin, encore une fois, d'être diverti ou de penser à l'imaginaire à l'écran. Donc voilà, c'est les deux âges d'or principaux du cinéma hollywoodien musical. Et pardon, excusez-moi, les âges d'or correspondent à la fois à comme le disait Evelyne, à dire une situation sociale, économique, culturelle des États-Unis, et ils correspondent aussi à une évolution technologique, que ce soit le parlant et que ce soit la couleur, même si la couleur est arrivée dans les années 30, elle s'est généralisée dans les années 40-50, et la comédie musicale a été, entre guillemets, l'emblème de ce cinéma, et aussi d'un cinéma qui, dans les années 50, devait lutter aussi contre la concurrence de la télévision et donner, entre guillemets, donner plein la vue, plein la vue et plein les oreilles à ses spectateurs. Ben, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça fait une transition avec il y a Fanny Beuret, donc page 389, qui parle de l'empreinte du musical classique sur les séries musicales contemporaines. Je vous pose juste cette question-là, et puis après je vous poserai la question sur l'architecture, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'architecture du livre, et c'est très important. Mais qu'est-ce que vous pensez? Alors c'est pas évident, parce qu'il faut que je dise quand même que c'est sous votre direction, ce livre, et donc dans ce livre on retrouve des textes écrits par d'autres personnes. Vous en écrivez un ensemble sur Marcher et danser. On va en parler après, parce que on va parler aussi un peu de Tous en scène, enfin de Bandwagon, qui est un film extraordinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut arrêter la vidéo et aller le voir tout de suite. Et vous reprenez après la vidéo, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur qu'est-ce que vous pensez, vous, d'aujourd'hui, de ces 20 dernières années, avec cet investissement de la télévision sur le musical? Qu'est-ce que vous en pensez de cela, vous? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, puisque au milieu des années 50, en fait, 1950, lorsque le système des grands studios décline, eh bien, il est mis fin à la plupart des contrats non seulement des stars du musical hollywoodien, mais aussi des musiciens, des compositeurs, des arrangeurs, enfin de tout le système qui fonctionnait pour en faire un genre au sein d'un cinéma industriel. Et la plupart de ces talents vont émigrer à la télévision. Et par exemple, Gene Kelly, Judy Garland, Fred Astaire, ils vont avoir leur show à la télévision. De même que un peu plus tard, Julie Andrews, après l'embellie
du genre avec des super productions des années 60. Ensuite, la télévision, avec ce qu'on appelle les spectacles de variété, on appelle ça en France, va happer tout ce qui est, je dirais, spectacle musical. Hein. À côté de ça, il y a la scène et Broadway qui continue. Hein, c'est une industrie très importante. Mais il faut savoir qu'il y a autre chose qui aussi survient, c'est une évolution, une mutation dans les goûts des spectateurs. Parce que le musical a été, je dirais, jusque dans les années 50, un genre très familial. Ensuite, il y a l'apparition du rock and roll qui change un peu même le profil du spectateur moyen américain, qui se rajeunit, qui considère peut-être que le musical classique a fait son temps, mais la comédie musicale est un genre qui sait recycler aussi les goûts musicaux du public. Donc tout cela fait que, disons, ce genre va renaître sous d'autres formes. Et après les émissions et les shows de variété à la télévision, il va y avoir l'essor énorme dans les années 80 du clip musical, hein, les vidéoclips qui s'inspirent de certains musicals modernes de Bob Fosse pour résumer des années 70, mais d'une époque en fait où le genre n'existait quasiment plus, à part quelques talents vraiment exceptionnel et singulier. Mais ça, le clip va se le réapproprier. Et périodiquement, le cinéma va essayer de reprendre, de faire renaître ce genre, mais avec parfois des succès. Il y en a dans toutes les décennies du cinéma américain, mais des succès qui sont en général des succès ponctuels. Je pense par exemple à Grease avec John Travolta dans les années 70. Je pense beaucoup plus récemment à des films comme, je sais pas moi, Chicago ou Moulin Rouge ou plus tard Mamma Mia, qui sont d'énormes succès, mais qui sont vraiment très ponctuels, qui sont considérés comme presque des exceptions. Je pense aussi que et ça on l'a remarqué quand on a organisé le colloque et aussi quand on voit le succès qu'a connu l'exposition de Bean, c'est que beaucoup de jeunes, et j'étais étonné de voir autour de moi, beaucoup de jeunes gens s'intéressent, sont passionnés de comédie musicale. Et ils ont, entre guillemets, à partir, on va dire, dans les années 2000, avec La La Land, etc., ils se sont fabriquer une culture de la comédie musicale. Je suis toujours très étonné que c'est et au fond, c'est ce qu'utilisent un petit peu les séries qui apparaissent à la fin des années 2010 et dont parle très très bien Fanny Beuret. On voit bien que ces séries jouent aussi sur les références à des films anciens et la jeunesse, entre guillemets, une certaine jeunesse, entre guillemets, s'est intéressée à ce genre et à réécoute les musiques, connaît les compositeurs, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, je suis toujours très étonné que je dirais que c'est quand on a réalisé ce colloque-là, c'est à ce moment-là où les jeunes, des gens autour de moi qui ne s'intéressent pas particulièrement au cinéma, qui m'ont dit ah oui c'est passionnant la comédie musicale, on va y aller, on va acheter le livre. Je crois qu'il y a quand même un engouement actuel, alors c'est modéré, pour le genre de la comédie musicale chez les jeunes. Et les séries, elles retransmettent, elles sont le miroir entre guillemets de ce goût-là, de cette culture-là dans lesquelles baignent et que connaissent les jeunes on va dire, voilà, entre 15 et 30 ans. Moi, je dirais que les dernières 20 années, il y a eu, je dirais, une baisse de la résistance à la comédie musicale. Tout à fait. Et qui est beaucoup due au fait que depuis les Walkman des années 80-90, mais encore plus aujourd'hui avec le numérique, avec les plateformes, avec les téléchargements, eh bien les jeunes générations, beaucoup plus que leurs parents ou leurs grands-parents, n'ont plus de problème à faire entrer la musique, le chant, la danse dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire ils ont en permanence de la musique dans les oreilles. Donc le fait
que des gens se mettent dans un film à chanter et à danser, notamment des lycéens, puisqu'il y a eu les high school musicals aux États-Unis qui ont relancé quasiment le genre de façon totalement inattendue, eh bien, ça, c'est quelque chose qui permet de vaincre ce préjugé comme quoi la comédie musicale, avec cette musique omniprésente, n'est pas voilà, est détachée complètement de la vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose que les jeunes n'ont pas. Enfin, un problème que les jeunes générations n'ont pas. Et l'autre chose, c'est que la comédie musicale a toujours été, ou le musical, est un genre rétro. C'est-à-dire que même dans les années 20-30, ou plus proche de nous, quand j'ai parlé tout à l'heure de Grease, Grease, c'est un film qui est un hommage à la musique rock and roll de 20 ans avant. Donc, ça paraît moderne parce que c'est remis au goût du jour, mais c'est en fait un recyclage de goûts populaires qui sont déjà anciens et qu'on revendique. Et ça, c'est ce qui est présent dans les fameuses séries où on pastiche, où on parodie le musical classique. C'est un genre nostalgique, même au présent. Je dirais, il a toujours été ce sentiment-là qu'il véhicule. Je trouve, a trouvé un écho dans l'esprit des nouvelles générations. Mais il y a quelque chose d'assez paradoxal. On revient au cinéma, même si vous avez évoqué comme ça quelques titres de films de cinéma de ces 20 dernières années qui sont des comédies musicales. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que autant la comédie musicale a toujours eu cet aspect fascinant de suivre, de coller à l'évolution technologique du cinéma, maintenant on le sait, mais pourquoi le cinéma continue d'évoluer, techniquement parlant, mais il s'est passé un truc qui fait que la comédie musicale n'est plus aussi industrialisée qu'elle l'a été, à savoir un film par semaine ou 4-5 films par mois. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Est-ce que c'est tout simplement est-ce que ce sont les mêmes raisons qui ont fait que le western n'existe plus comme avant? Est-ce que c'est tout simplement le déclin des studios? Et comment vous... En fait, la question c'est pourquoi on ne retrouve plus la comédie musicale dans le cinéma alors que ça a toujours été elle a toujours eu cette force d'accompagner l'évolution technologique du cinéma. Et j'ai comme l'impression que finalement le cinéma a continué d'évoluer techniquement parlant, mais que la comédie musicale, à part quelques exemples comme ça n'est plus comme avant finalement. Mais, il y a plusieurs raisons, mais justement l'une des raisons, c'est que au temps où les classiques du musical étaient produits, c'était un genre, je veux dire, extrêmement prolifique. Il y avait plusieurs comédies musicales qui sortaient chaque mois, voire chaque semaine, parce que tous ces talents créatifs étaient sous contrat, il fallait les rentabiliser, et c'était un genre qui était populaire. Donc, c'est comme ça qu'un genre hollywoodien, en l'occurrence, se perpétue. À partir du moment où vous n'avez plus cette machine industrielle pour produire ce genre très cher, eh bien, vous allez devoir faire comme Damien Chazelle quand il a fait La La Land, c'est-à-dire recréer pour un seul film la configuration d'un studio hollywoodien. C'est-à-dire ils ont investi des entrepôts vides et avec un département costume, un département décor, un département musique, un département chorégraphie. Et puis voilà, ils ont mis en chantier ce film en recréant, pour ainsi dire, un studio pour un seul film. Donc ça, c'est pas viable à grande échelle. Alors, comme le film a marché, après, il y a eu d'autres, disons, one-shot, mais qui restent des exceptions. Et le western, paradoxalement, c'est encore autre chose. C'est qu'à l'époque des grands studios, les cinéastes adoraient tourner les westerns parce qu'ils allaient dans des extérieurs un peu en dehors du contrôle des productions. Donc, ils partaient filmer dans les espaces naturels. Comme ça, ils étaient un peu débarrassés de la mainmise des producteurs. Mais de la même manière, c'est un genre qui ne produit aujourd'hui qu'un film de temps en temps parce qu'il n'y a plus cette infrastructure capable de produire des séries B, des séries C jusqu'aux séries Z et de faire tourner la machine. Ça, je pense que c'est important. Sur l'architecture du livre, il y a trois parties. Il y a fondation, figures et œuvres, enjeux et continuité. Et donc, je voudrais revenir avec vous sur deux textes. Et si vous me permettez même de lire un extrait de ces deux textes,
Alors, c'est Fondation, et c'est le texte de Rick Altman, page 88, qui s'appelle « De l'homo social à l'hétérosexuel, le double produit de la comédie musicale ». C'est passionnant. C'est passionnant. Alors, juste pour… voilà, si ça ne vous dérange pas, parce que… Et puis de rebondir là-dessus, mais je trouvais ça finalement intéressant. Oui, en fait… C'est donc page 88 et il écrit « Par conséquent, le genre de la comédie musicale semble mener de front deux projets différents mais coordonnés. Il s'applique à éliminer tout lien homosocial ou du moins à éviter que celui-ci ne devienne homosexuel avec la même force qu'il met à construire des relations hétérosexuelles durables. La comédie musicale affirme que pour devenir un citoyen productif, il faut renoncer au rapport, entre parenthèses, puéril de même sexe pour entrer dans la société mixte et, entre parenthèses, adulte. Mais puisqu'il s'agit aussi d'empêcher les liens homosociaux de devenir des relations homosexuelles, la comédie musicale met en scène la cour amoureuse hétérosexuelle en se donnant beaucoup de mal pour la rendre naturelle. En imposant une idéologie restrictive, ce genre cinématographique éduque implicitement spectateurs et spectatrices afin qu'ils adoptent l'attitude conservatrice qui a régi la société américaine au cours des décennies où a prospéré la comédie musicale. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parlait des séries télé. Je n'ai pas cette impression que dans la série télé, on gomme des relations qui pourraient être homosexuelles ou quoi que ce soit, sauf erreur de ma part. Je trouve que ce texte est un superbe contre-champ à ce qui se fait aujourd'hui, mais pas dans le cinéma, dans la télévision. Est-ce que vous m'avez entendu, non? Oui, oui. C'était pour avoir votre avis là-dessus, finalement. Je crois que Rick Altman parlait surtout des comédies musicales des années 30 et des années 40, 50. Je suis d'accord que je ne pense pas qu'on puisse dire ça des séries télévisées. Mais c'est un petit peu le paradoxe de la comédie musicale, c'est à la fois un genre qui est normatif et qui d'une certaine façon renvoie entre guillemets les injonctions inconscientes d'une société, mais justement parce qu'il questionne ces normes, il y a toujours dans la comédie musicale un sous-texte, entre guillemets, on peut le lire dans les deux sens, c'est-à-dire que la question de l'homosociabilité, la question de l'homosexualité, elle est présente dans les comédies musicales. Et elle est présente de façon diffuse des années 30, des années 50. Mais bien évidemment, entre guillemets, la narration, le cadre narratif répond tout à fait à ce que décrit merveilleusement Rick Altman dans son texte. C'est-à-dire qu'on va vers une normalisation, entre guillemets, le scénario est construit de façon à ce que on retrouve un certain ordre social qui est celui de la société, mais tout au long du film, cet ordre social ne cesse d'être interrogé et remis en question. Et d'ailleurs, Rick Altman fait continuer ce processus jusqu'à des films plus récents. Par exemple, il parle de Grease, avec le numéro, avec les filles d'un côté et les garçons de l'autre, et comment petit à petit le couple hétérosexuel se forme jusqu'au final. Mais là, je pense que touche à quelque chose d'intéressant idéologiquement sur la comédie musicale, qui a souvent été, je parle des études marxistes des années 70, qui condamnaient le musical comme une sorte de symptôme du cinéma capitaliste hollywoodien, parce que c'est un cinéma très cher, c'est un cinéma des bons sentiments, c'est un cinéma où on se pose pas de problèmes sociaux ou politiques comme dans certains autres genres qui ont évolué différemment, comme peut-être le western, peut-être le film policier ou la comédie. Mais justement, il y a une chose que Rick Altman a pointé, mais aussi des gens comme Jen Fuhr aux États-Unis, ou plus récemment Fanny Beuret, dans son texte sur les séries, mais aussi dans un livre très important qu'elle a écrit qui s'appelle That's Entertainment, c'est que justement, comme la comédie musicale a un côté rassurant, un côté même frivole à travers ses chants, ses danses qui sont là pour le spectacle, eh bien, c'est un genre qui aussi peut se permettre des transgressions qui vont passer inaperçues parce que les bien-pensants ou les censeurs ne vont même pas saisir en fait le sous-texte qui est pourtant facilement décryptable
par un œil un petit peu averti ou un petit peu complice. Et je voudrais rappeler en fait une anecdote que m'avait rappelé Leslie Caron, qui est une actrice et danseuse du musical classique hollywoodien, qui a débuté sa carrière avec Un Américain à Paris en 1951. Au cours d'une émission de radio, elle m'avait dit que son plus gros succès de toute sa carrière, c'était Gigi, réalisé par Minelli d'après Colette. Elle m'avait dit que la MGM avait acheté les droits de la pièce d'où était extraite Gigi, qui était une pièce non musicale, mais qu'il ne voulait pas la produire parce que le sujet était trop délicat et n'aurait jamais passé la censure. Et elle m'expliquait qu'à partir du moment où ils ont décidé que Gigi, qui raconte en gros l'apprentissage d'une courtisane, hein, en gros c'est ça, donc c'est presque une sorte d'éloge un petit peu satirique de la prostitution à la Belle Époque. Et à partir du moment où la MGM a décidé de faire de Gigi une comédie musicale, ça n'a plus posé aucun problème. Ils ont eu la production, c'est enclenché tout de suite. Et bien entendu, la fin de la comédie musicale, disons, était une fin de conte de fées qui normalisait, entre guillemets, les rapports entre le héros et la jeune héroïne. Donc voilà un bon exemple de la transgression qui, en contrebande, s'immisce dans un genre réputé inoffensif. Et ça, c'est quelque chose avec lequel Hollywood a l'habitude de négocier depuis les comédies très sensuelles des années 30, au moment où le code de production hollywoodien, qui est un code d'autocensure, s'était mis en place. On y trouve aussi des textes sur Busby Berkeley, sur Gene Kelly. Il y a aussi sur Fred Astaire et Ginger Rogers. D'ailleurs, surtout, il y a une annexe incroyable parce qu'il y a un entretien de Ruy Nogueira avec Ginger Rogers et il y a le couple. Vous parliez. Alors, c'est marrant parce que je vous écoutais ce matin. NT Bean sur France Culture, enfin dans une émission de France Culture, vous dire quand on voit Ginger Rogers et Fred Astaire danser, on a l'impression qu'ils vont faire l'amour en fait. Et je trouve que c'est exactement ça. Et puis il y a un texte sur marcher, danser, l'art de la transition chez Vincente Minnelli. Là encore, permettez-moi de lire juste un petit extrait et parce que je trouve que c'est peut-être selon moi l'une des plus belles plus beau rendez-vous que j'ai pu avoir avec la comédie musicale dans toute sa splendeur. Ça parle donc de Tous en scène, hein, The Bandwagon, avec Sid Charisse et Fred Astaire, pardon. Et c'est la séquence Dancing in the Dark. Et voilà ce que vous écrivez. Quand Fred Astaire et Sid Charisse se retrouvent à nouveau seuls et poursuivent côte à côte leur promenade nocturne, leur marche insensiblement se synchronise et s'accorde aux premières notes de la musique de studio, Dancing in the Dark, qui a remplacé celle diégétique de l'orchestre du bal. Le rythme de leurs pas devient juste un peu plus cadencé, le mouvement de croisement de leurs jambes s'accentue légèrement, leur posture se précise et imperceptiblement leur démarche se stylise jusqu'à ce que Sid Charisse, les bras le long du corps dans le mouvement même de la marche, esquisse un rond de jambes, amorce un pas de danse et tombe gracieusement sur elle-même. Invitation à laquelle Fred Astaire répond par un timide tour sur lui-même à peine dansé, avant de reprendre songeur la marche aux côtés de sa partenaire. D'un pas presque dansé à une danse presque marchée, car interrompue à peine amorcée, la transition se donne ici à voir pour elle-même. Elle se met en scène comme hésitation, comme liaison impossible de désir à l'acte, comme mouvement retenu et interrompu. Moi, la première fois que j'avais vu cette séquence-là, je lui avais trouvé, enfin, à l'époque, après, c'est en lisant que j'avais vu que j'avais pas inventé ce que je vais vous dire, mais une forte érotisation. Et je trouve que dans la comédie musicale, il y a les corps sont fascinants d'érotique. Et c'est très beau à voir. Plus que dans peut-être d'autres genres hollywoodiens. Mais, et donc, je retiens toujours, moi, de ce genre-là, comme une espèce de cohabitation de deux corps très érotiques. Pas que sensible, mais vraiment très érotique. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert beaucoup plus tard les films de Bob Fosse, ça m'a pas choqué, en fait. Pas du tout. Parce que pour moi, c'était évident que ça parle aussi et surtout de ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit extrait parce que je trouve que c'est d'un érotisme assez incroyable ce moment-là.
Et voilà, donc c'était pour vous faire partager ça. Je sais pas si est-ce que cette idée comme ça d'érotiser les corps dans la comédie musicale, est-ce que c'était quelque chose qui est apparu dès les débuts ou ça s'est fait progressivement? Ben, c'est apparu assez vite parce que vous avez déjà cette tradition dans les spectacles musicaux de danseuses assez dévêtues ou très sensuelles, hein, qui existaient déjà sur scène. Donc ça a été transposé dans les premiers musicals hollywoodiens à l'écran. Et puis lorsque le code a interdit les représentations trop explicites de la sexualité, ce code qui est vraiment mis en place en 1934, comme par hasard, c'est l'année du premier film en vedette avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Et dedans, il y a une scène de séduction extraordinaire que sur la musique de Cole Porter, Night and Day, où disons, les deux amoureux qui ne savent pas encore si cet amour, ce désir est réciproque, vont comprendre qu'ils s'aiment en dansant ensemble. Donc, c'est une assez bonne alternative pour faire comprendre des choses aux spectateurs sans montrer à l'écran, disons, la sexualité explicite qui désormais est interdite à l'écran, au cinéma. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer, qui va, je dirais, se développer de plus belle avec ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme hollywoodien. Et c'est vrai que le chant et la danse, ce sont des expressions du corps. Le chant, c'est un instrument de musique qui vient de notre corps, et la danse, c'est, je dirais, à travers la figure chorégraphiée, l'expression des émotions contenues dans un personnage et leur expression corporelle, mais et d'une façon qui est acceptable, je dirais, pour non seulement le public le plus large, mais ceux qui contrôlent ou ceux qui surveillent la bienséance de ce qui est montré à l'écran. Ce qui n'empêche pas que les sentiments, voire les désirs les plus ardents soient montrés à l'écran. Et justement, ce que José et moi, on a voulu prouver à travers ce texte sur la transition, c'est que l'art d'un grand cinéaste comme Vincente Minnelli, c'est de parvenir, grâce à une transition imperceptible, à introduire dans la vie courante des personnages l'expression justement de ces pulsions, de ces sentiments, de ces émotions et de ces désirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a dans la comédie musicale, et notamment chez Minnelli, une forme d'érotisation de la transition. Et ce que filme Minnelli et ce qu'il y a dans la transition, c'est bien évidemment la question du désir. C'est quelque chose qui se situe entre le désir et sa réalisation. On est toujours dans ce point de suspension. Et les plus beaux moments de comédie musicale, c'est justement où les choses sont suspendues entre le désir amoureux et sa réalisation, et c'est se situer et être capable de figurer ce moment intermédiaire que des très grands cinéastes et photographes ont réussi à capter. Mais c'est vrai que le plaisir qu'on a dans la comédie musicale, c'est bien évidemment cette sorte d'érotisation. Je dirais tout est érotisé. C'est-à-dire que les rapports, la danse, il y a toujours, c'est un monde, ce qui fait partie du plaisir, c'est qu'il y a une érotisation, je dirais, de cet univers, mais c'est une érotisation qui s'arrête au moment où on est dans ce monde suspens, qui est le désir encore irréalisé. Le musical hollywoodien, histoire, esthétique, création, c'est les impressions nouvelles et c'est sous la direction de Ntebin et José Moore. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, d'avoir accepté cet entretien et d'avoir discuté avec moi pendant 3 quarts d'heure. C'était un plaisir. Mais je crois, à mon avis, qu'on va se retrouver bientôt pour parler de d'autres choses, d'autres personnalités ou genres cinématographiques. J'en suis pratiquement sûr. C'était un plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'entretien. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Générique, c'est parti. In the canyon,
That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony